Donner la parole à Philippe Descamps, cancer du col utérin, inverser la tendance, recommandation visant à renforcer le dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes sous-dépistées. Merci, Monsieur le Président. Chers amis, je suis très honoré et très heureux de participer à cette très belle session. Alors, il y a du nouveau pour le cancer du col. Donc, je vais essayer de vous embarquer dans cette histoire assez excitante du cancer du col de l'utérus. C'est comme la mammographie qu'a présentée Carole. On a une population féminine, bien sûr, extrêmement concernée, extrêmement nombreuse, qui va être concernée par ce dépistage. Alors, le titre, là, j'ai eu la chance de coordonner un groupe international que je vais vous présenter après, qui essaie de réfléchir à cette question en disant, on n'est pas très bon. Il y a des pays moins mauvais que nous. La Hollande, on en parlait à l'instant, ils sont plutôt très bons, mais on n'est quand même pas très bon. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir comment améliorer le dépistage du cancer du col dans des pays industrialisés. On ne parle pas du Mali ou du Burkina Faso, on parle de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Alors, je vais passer ça, excusez-moi, c'était les quiz. Je pensais qu'on faisait voter les gens au début, j'ai pas compris. Désolé, voilà. Ça apparaîtra plus tard. Donc, vous voyez qu'en Europe, le taux de participation, il va de 12 à 80% pour faire court. Donc, c'est quand même très hétéroclite. Et plus le taux de participation au programme de dépistage est faible, et bien sûr, plus la santé des femmes en pâtit. Il a été démontré que quand on fait un dépistage régulier, eh bien, on a bien sûr beaucoup moins de risques d'avoir la maladie, d'avoir le cancer du col de l'utérus. Donc, les objectifs ont été fixés par l'OMS et l'INCA. L'OMS, il dit qu'il faut en 2030, c'est-à-dire demain, 90% de vaccination, 70% de dépistage, 90% de traitement quand on a une lésion. L'INCA, chez nous, a dit 80% de vaccination, 80% de dépistage. Alors, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Eh bien, de quoi on parle? On parle de papillomavirus. Vous savez que, pour faire court, le cancer du col, c'est une maladie sexuellement transmissible. C'est-à-dire qu'une femme qui n'a jamais eu de rapport sexuel n'aura pas de cancer du col. Alors, je vous rassure, ce n'est pas parce qu'on a eu des rapports sexuels qu'on a des cancers, mais néanmoins, c'est lié au papillomavirus qui est transmis par les rapports sexuels. Et là, le deuxième chose très très importante à comprendre avant de dérouler un petit peu ce dépistage, c'est que tout le monde a rencontré le papillomavirus dans sa vie. Donc moi, je dis toujours ça à mes patientes en consultation. Je leur dis, vous l'avez rencontré. Quand on parle du vaccin, je vais en dire un mot après. Vous l'avez rencontré, je l'ai rencontré. Ils me disent, ah bon, professeur, vous l'avez rencontré? Oui, 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 je l'ai rencontré, c'est assurément certain. Quand on a fait médecine, on a rencontré le papillomavirus, mais enfin, en gros, tout le monde le rencontre. Donc, en gros, il y a 6 types de cancers. Il y a un tiers des lésions cancéreuses qui touchent les hommes, et c'est bien pour ça qu'il faut aussi vacciner les petits garçons. Il y a 7130 nouveaux cas de cancer en France, et puis il y a 100 000 cas de virus génital. Donc voilà comment ça se répartit. Donc les femmes, il y a bien sûr le col de l'utérus, mais il y a aussi la vulve et le vagin, il y a aussi le canal anal, et il y a aussi la sphère ORL qui est de plus en plus présente dans l'incidence des cancers liés à l'HPV. Les hommes, c'est le pénis, le canal anal, la sphère HPV. Puis vous voyez que les hommes et les femmes se répartissent les condylomes, qui, je vous le rappelle, ça c'est quelque chose de très gynécologique, mais c'est une cochonnerie, le condylome, ce qu'on appelait les crêtes de coq. Ça touche des jeunes gens qui commencent leur vie sexuelle, qui ont 20 ans, et ça leur gâche la vie et parfois toute leur vie parce qu'ils sont traumatisés. Donc c'est quelque chose de très important. Alors on est obligé de parler de vaccin avant de parler de dépistage parce que ce sont les deux trépieds, enfin ce sont les deux piliers, excusez-moi, de la prévention de ces cancers. Et vous savez qu'on a la chance d'avoir un vaccin qui est extraordinaire maintenant, qui est non avalent. Alors il y a donc 9 sous-types. Le 6 et le 11, c'est les condylomes, et puis tous les autres, c'est des types de papillomavirus qui peuvent donner des cancers. Et moi, je dis toujours, c'est comme les dossards du Tour de France. C'est-à-dire, vous rencontrez un papillomavirus, il a un numéro, et puis il est plus ou moins méchant. Les méchants, c'est les 16 et les 18, mais les 31 sont pas gentils, les 45 non plus. Et ce qui est aussi important, c'est de comprendre qu'il y a une répartition différente selon les pays du monde. C'est-à-dire qu'en Afrique, par exemple, subsaharienne, il n'y a pas... Chez nous, c'est les 16 et les 18 les plus fréquents, mais en Afrique subsaharienne, c'est les 31 et 45. Donc, il y a des variations. En Asie, c'est encore différent. Alors, pour clore le débat définitivement pour les grincheux anti-vax qui font énormément de mal à la population, eh bien, le papillomavirus, il est efficace, le vaccin, excusez-moi, Gardasil 9, il est efficace et il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas d'effet secondaire. C'est terminé. Le débat est clos. Il y a 800 millions de doses qui ont été données dans le monde. C'est surveillé par des organismes extrêmement sérieux. Mais par contre, il ne protège pas de la sclérose en plaques ou il ne protège pas du lupus. Donc, dans une population de jeunes gens que l'on vaccine, eh bien, il y a ce qu'on appelle la coïncidence temporelle, c'est-à-dire que si votre enfant de 12 ans que vous avez vacciné doit faire une sclérose en plaques, ben, il va la faire. Pas de peau, s'il a eu le vaccin la veille, on va dire c'est la faute du vaccin.
mais ça ne protège pas, bien sûr, contre ces maladies, mais il n'y a aucun effet secondaire supplémentaire, et ça, il faut le marteler et le redire, parce que, encore une fois, les antivax ont fait beaucoup de mal. Alors, vous savez que nous, en France, on n'est pas des champions, hein. Et on remonte un peu le courant. Et là, vous voyez les chiffres les plus récents qui sont fin 2024, parce qu'il y a toujours un délai. Et en gros, en France, il y a 6 petites filles sur 10 qui ont été vaccinées, 6 jeunes filles, disons, et 3,6 garçons qui ont été vaccinés. Je vous rappelle que la vaccination des garçons, elle est arrivée en France en 2021, donc très très tardivement par rapport à beaucoup de pays d'Europe. On est très en retard, mais ça va mieux. Puis on a eu le Covid aussi, qui nous a fait prendre beaucoup de retard. Voilà, vous voyez, il y a des pays d'Europe où on est à plus de 90%. C'est ces pays-là qui vont voir disparaître le cancer du col. C'est ces pays-là qui auront plus de cancer du col dans quelques années. On dit qu'en Australie, il y aura plus de cancer du col en 2034, et la Norvège et la Suède en 2040. Et nous, on aura encore des cancers du col parce qu'on est des mauvais élèves, qu'on est des gens non disciplinés, que contrairement aux pays nordiques, quand on dit de faire quelque chose, on commence à discuter, à réfléchir, à contester. Et voilà la résultante. Alors, les recommandations pour la vaccination, elles ont changé parce que très récemment, on a eu heureusement une extension de la vaccination. Vous savez que jusqu'à présent, c'était de 11 à 19 ans. Alors, il y avait de 11 à 14 ans 2 doses, puis de 11 à 19 ans 3 doses. Et depuis très récemment, ça fait quelques mois seulement que cette recommandation est passée. On est passé à 26 ans révolus, donc 27 ans. Ça permet quoi? Ça permet de rattraper toutes ces jeunes gens qui ont été sacrifiés à l'ère du Covid, c'est-à-dire qui n'ont pas eu de vaccination et tous ces jeunes gens qui ont été sacrifiés par leurs parents qui étaient anti-vax et qui disent, ben, moi j'ai 25 ans, j'ai le droit de réfléchir et je me fais le vaccin et je vais être remboursé. Donc ça c'est très important et vous comprenez immédiatement, puisque maintenant je vais parler du dépistage, que le premier frottis arrivant à 25 ans, eh bien c'est notre devoir de gynécologue quand on voit une jeune femme de 25 ans pour lui faire un frottis de lui dire, avez-vous été vacciné? Car il est encore temps, puisque c'est jusqu'à 26 ans révolu. Voilà, alors il y a eu en France une prise de conscience réelle des pouvoirs politiques, dont notre président qui s'est prononcé là-dessus. Et il y a une extension des soldats en fait qui peuvent vacciner. Et notamment, on a lancé une vaccination en milieu scolaire depuis quelques années. Notamment, et vous le savez, les pharmaciens peuvent vacciner. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'aller chez un médecin récupérer une ordonnance. Vous amenez un gamin de 12 ans chez le pharmacien, vous dites on fait la vaccination, il lui fait. Et puis, il y a les nouvelles recommandations, je viens d'en parler, puis il y a des campagnes d'information, donc il y a une sensibilisation et c'est pour ça que les courbes augmentent, comme je vous l'ai montré. Alors, mon sujet, ça c'était l'introduction. J'ai un topo d'1 heure et demie, ça ira, Président? Donc, le cancer du col, c'est une véritable calamité parce que c'est grave, parce qu'on meurt du cancer du col. Et vous voyez qu'en Europe, il y a 15 000 décès tous les ans et qu'en France, il y a 200 000 tests anormaux et en gros, il y a 1000 décès. Mais sur ces 200 000 tests anormaux, ça entraîne comment dire, un effet extrêmement délétère pour les femmes parce que quand on reçoit un frottis pathologique, eh bien, déjà, on a le résultat. Après, on ne voit pas le docteur le lendemain. Après, on fait une colposcopie. Après, on fait des biopsies. On attend le résultat des biopsies. Et puis, si c'est un cancer, on commence le traitement. Donc, vous voyez que c'est extrêmement contraignant pour les patientes. Et donc, il y a 32 000 lésions précancéreuses. En gros, il y a 32 000 conisations qu'on fait en France. La conisation, c'est enlever un petit bout du col, un petit cône, mais qui a un impact aussi pour ces femmes quand elles sont enceintes après, parce qu'il y a plus d'accouchements prématurés. Donc, c'est très grave. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce papillomavirus? Ce papillomavirus, encore une fois, j'exagère à peine en disant tout le monde le rencontre, et vous l'avez tous rencontré dans cette salle. Et c'est 80, dans toutes les statistiques, c'est au moins 90% des gens. Donc, c'est quasiment tout le monde. Voilà. Et donc, le papillomavirus, on appelle ça une grippe sexuelle. C'est-à-dire, tout le monde le rencontre et puis on s'en débarrasse. Si on a du pot, ben, on n'a pas rencontré le méchant 16 ou le méchant 18, on a rencontré un gentil, puis on en fait la clearance. C'est la grippe sexuelle. C'est une grippe sans grippe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de perte, il n'y a rien. On s'en est débarrassé. Puis quand on s'en débarrasse pas, qu'on n'a pas de chance, parce qu'on est un peu mieux déprimé, parce qu'on fume, il est là, il est là. Parce que il y a un type de papillomavirus extrêmement agressif, eh bien, on va le garder, on n'en fait pas la clearance. Et à ce moment-là, et c'est la chance, entre guillemets, du cancer du col, c'est qu'il ne devient pas cancer tout de suite et qu'il met 10 à 15 ans à se transformer en dysplasie, puis en cancer. Et donc l'histoire, elle est comme ça. Vous voyez un pot col de nullipare d'une jeune femme qui n'a pas eu d'enfant, qui est tout rose, qui est tout beau, qui n'a eu aucun traumatisme. Ce papillomavirus, il rencontre le col, et dans l'immense majorité des cas, plus de 80%, ben, on va s'en débarrasser, il n'y a pas de problème. Quand on s'en débarrasse pas, 20% des gens,
20% des femmes, eh bien, on va pouvoir évoluer vers une dysplasie de degré 1, degré 2, degré 3. On ne parle plus comme ça maintenant, mais peu importe, il y a une sorte de gradation. Et ce qui est très, et vous voyez qu'on met 10 à 15 ans pour évoluer entre le col normal, le passage des dysplasies et le cancer. Et ce qui est très intéressant, c'est la chose suivante, c'est que quand on a une dysplasie de bas grade, CIN1, on s'en débarrasse dans 60% des cas. Donc on en guérit. Donc il ne faut surtout pas, mais ça tous les gynécologues le savent, se jeter sur ces jeunes femmes de 28 ans qui ont une dysplasie de degré 1 en disant je vais vous faire du laser, je vous fais des trucs. Foutez-leur la paix, abîmez pas leur col. CIN2, on s'en débarrasse aussi dans 40% des cas, et même les CIN3, on peut s'en débarrasser, mais il viendrait à l'idée de personne. Le CIN3, c'est une lésion juste avant le cancer. Il viendrait à l'idée de personne de ne pas les traiter. Alors, nos recos actuellement en France, ce sont les suivantes. On fait un dépistage cytologique à 25 ans, premier frottis, deuxième à 26 ans, troisième à 29 ans. Et ça, c'est le frottis à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est une cytologie. Le prélèvement est toujours le même, hein. Les choses ont changé avec le typage, je vais en parler, mais le prélèvement est le même. C'est-à-dire qu'on a une sorte de petit coton-tige avec une petite brosse, on met un spéculum, on frotte le col, on le met dans un petit tube, hein. Donc, c'est tout à fait simple à faire. C'est pas traumatisant. C'est évidemment pas douloureux. Le spéculum, c'est juste un instrument qui écarte les parois du vagin, qui sont le vagin, c'est un cône avec deux parois qui sont accolées. Mais il faut un petit peu de précaution, bien évidemment. Alors, après 30 ans, et ça c'est plus récent, c'est depuis 2020, on fait ce qu'on appelle un typage HPV et on le fait tous les 5 ans, jusqu'à 65 ans. Alors pourquoi on est passé de l'un à l'autre? Eh bien parce que le typage HPV, il est beaucoup plus sensible que la cytologie. Et vous voyez, on en passe de 97% à 60% en gros. Et pourquoi tous les 5 ans? Eh bien parce qu'il y a une excellente valeur prédictive négative. Et donc, si on a un typage HPV normal à 30 ans, ben, on fera le suivant à 35 ans, puis à 40 ans, et ce jusqu'à 65 ans. Voilà, donc ça, c'est pour dire que les recommandations ont évolué et que le remboursement du typage HPV, il est depuis 2020. Donc en fait, les deux s'enchaînent et c'est pour ça que j'ai dit un petit mot de la vaccination parce que on commence par la vaccination, garçons et filles, encore une fois, et à 25 ans, on a le premier frottis, puis à 26 ans, et il est encore temps de vacciner les jeunes femmes. Puis ensuite, on fait le dépistage par typage HPV jusqu'à 65 ans. Voilà les choses. Alors, ça, c'est ce qui devrait être, en fait, c'est ce à quoi on devrait arriver. Puis, en fait, c'est pas du tout ça dans la réalité. Et vous voyez que, alors même que, il y a des programmes de dépistage, alors même qu'on a démontré que le cancer du col, le risque, il est réduit de 92% si on est surveillé correctement, eh bien, en France, on a encore environ 44% des femmes qui ne sont pas dépistées. 44% des femmes, alors que chez nous, tout est gratuit quand même, hein. Il faut quand même toujours rappeler ça, parce que quand on discute aux États-Unis, tout ça, il y a des assurances, il y a d'autres considérations financières qui ne sont pas les nôtres en France. Alors, la vaccination ne suffit pas. Elle est extrêmement importante, évidemment. Vous avez bien compris combien j'étais convaincu par la vaccination, mais elle ne suffit pas. Et donc, il faut faire des frottis et essayer de comprendre pourquoi certaines femmes ne se font pas vacciner. Tout le débat, il est là. Et c'est le groupe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais un tout petit peu détailler. Alors, il y a bien sûr des obstacles géographiques, obstacles socio-économiques. Il est évident que moins on est instruit, moins on comprend que ça a un intérêt de faire ça. Et puis, il y a des obstacles culturels, religieux, etc. Alors ça, c'est le groupe qu'on a formé, qui est un groupe international. J'ai eu la chance enfin, j'ai la chance encore de co-chairer avec Américains, Irlandais, Anglais. Il y a Joseph Monsonego, là, qui est chez nous une star de l'HPV en France. Et donc, on a travaillé là-dessus et on a fait un article qu'on appelle un white paper, qui a été publié il y a 1 an et demi, pour essayer de faire comprendre aux instances ce qu'il faut faire pour améliorer les choses dans nos pays. Et donc, il a été publié dans la GGO, qui est le journal de la FIGO. Et la FIGO, qui est l'organisme international de gynéco-obstétrique, 152 sociétés savantes, eh bien, elle a endorsé ce papier en disant c'est très important, on est d'accord avec ces recommandations, c'est particulièrement important. Donc, je ne vais pas toutes les détailler de façon très complète, mais en gros, il y avait 6 recommandations. Il y avait une première recommandation, c'est de faire des plans nationaux d'éradication du cancer du col de l'utérus. Alors, vous allez me dire, en France, il y a l'INCa, vous l'avez montré tout à l'heure, 80%, 80%. Oui, mais on n'est pas très actif quand même. On a dit ça un jour, mais enfin bon, les gens, il n'y a pas des relances toutes les semaines en disant faut faire ça. Et c'est vrai que pour que ça marche, et je vais vous le montrer à la fin, les Canadiens, ils ont mis une date butoir, ils ont dit en 2030, on sera à 90% de dépistage, 90% de vaccination, 90% de traitement. Et puis là, il y a des gens motivés. Donc ça, c'est le premier point, c'est de convaincre les autorités et les pouvoirs publics. Moi, je suis allé à l'Assemblée nationale, je suis allé au Sénat pour expliquer ça. L'éducation, il faut éduquer, il faut sensibiliser, il faut faire des campagnes médiatiques, il faut l'éducation par les pairs, c'est-à-dire qu'il faut que les médecins, les sages-femmes, les infirmières, les pharmaciens, ils soient convaincus pour être convaincus.
Et puis, il y a la vaccination, bien sûr, qui est très importante. Il y a l'accessibilité. Il faut se rendre disponible. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le docteur qui a 6 mois de délai pour avoir un rendez-vous. Il faut que ça soit après les horaires de travail, dans des centres parfois délocalisés, dans des salles des fêtes, dans des petits camions qui se promènent pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Ça, c'est l'accessibilité. Et puis, il y a un sujet qui est extrêmement important, et je vais reparler de la Hollande dont on a parlé tout à l'heure, c'est d'essayer de réfléchir à des solutions pour les femmes sous-dépistées. Alors, on a eu énormément d'espoir sur le self-sampling, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on met un petit tampon, on le donne à la patiente, et puis elle le ramène au labo en disant, voilà, elle ne voit pas de médecin, elle a juste mis un tampon au contact de son col et elle le ramène. Alors, on était extrêmement intéressés par cette solution, j'ai quasiment fini, mais finalement, c'est pas aussi bien que ça. Pourquoi? Parce que ça a été étudié en Hollande pendant la pandémie, ça a été étudié en Suède aussi, et finalement, on n'augmente pas le taux de dépistage. Alors, c'est quand même assez curieux, et puis ça pose quelques problèmes. C'est pareil en Nouvelle-Zélande, et vous voyez que ça a été après la pandémie, et c'est pareil, on n'augmente pas le taux de participation au dépistage. Et en fait, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a une baisse de sensibilité. C'est qu'en gros, on va louper 25% des lésions. C'est-à-dire que c'est bien, c'est mieux que rien, mais il y a un quart des lésions qu'on va louper. Donc ça, c'est quand même relativement préoccupant. La deuxième chose, c'est que aux Pays-Bas, où là encore une fois, c'est des gens extrêmement disciplinés, eh bien 70% des autoprélèvements, c'était des femmes qui avaient l'habitude de faire des frottis et qui disaient, super, maintenant j'ai ça, ça m'évite de prendre un rendez-vous, je suis une superwoman, j'ai un métier, j'ai des enfants et ça m'évite de perdre une demi-journée pour aller voir un docteur ou une sage-femme. Donc ça, c'est un problème aussi. Les difficultés de suivi, parce que quand on a des femmes migrantes à qui qu'on a enrôlé dans ces programmes et qui ont un résultat positif, eh bien, c'est parfois difficile de les rattraper. On sait qu'elles courent dans la nature avec un cancer, donc c'est extrêmement compliqué. Et puis, il y a, et mes collègues gynécologues qui sont là le savent très bien, c'est que quand on fait un frottis, on ne fait pas qu'un frottis. On palpe les seins, on discute d'autres choses, on fait de la prévention, de contraception, etc. Et donc, on se prive de ça en faisant l'autoprélèvement. Donc, finalement, on est assez réticent et réservé, beaucoup moins enthousiaste qu'il y a quelques années. Avant-dernière consigne, il faut former les professionnels de santé. Je passe là-dessus. Ça, c'est de la santé publique. Il faut défendre les patientes, les informer. Et puis, il y a le problème des assurances. Et dans ce groupe où on avait Canada, États-Unis, Irlande, Angleterre, Hollande, Espagne, enfin, on se rend bien compte que les systèmes de santé sont extrêmement différents et que les considérations ne sont pas les mêmes. Et j'allais dire, on est encore plus honte quand on est français parce que, comme tout est gratuit, eh bien, on fait moins bien que les autres et ça, c'est pas normal. Quelques exemples de politique nationale. En France, il y a eu un programme qui s'appelait 1000 femmes, 1000 vies, qui avait été lancé par Damien Castel à l'IGR, qui marche très bien. C'est de l'information de patientes. Et puis ça, c'est le programme dont je vous parlais tout à l'heure. C'est au Canada. Ils ont dit, au Canada, on fait un programme 2020-2030. Et en 2030, le débat est clos. On a gagné. Et donc, c'est 90% de vaccination, 90% de dépistage et 90% de follow-up. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de patientes qui ont une lésion positive et qui ne sont pas traitées ou maltraitées. Donc on va voir, 2030 c'est dans 4 ans, on va voir s'ils réussissent, mais ils ont mis des moyens énormes. Et c'est toujours pareil, c'est une question de moyens. Il faut des gens pour faire les frottis, les interpréter, etc. Voilà, donc en conclusion, ce travail, je voulais attirer votre attention sur l'importance, bien sûr, de la vaccination. Donc encore une fois, garçons et filles de 11 à 27 ans, puisque 26 ans révolus, c'est jusqu'au jour des 27 ans. Importance de ne pas louper l'opportunité quand on fait le premier frottis à 25 ans de parler de la vaccination, parce que heureusement, depuis quelques mois, on peut encore se faire rembourser son vaccin. Et puis on a aussi le droit de faire des vaccins si on n'est pas remboursé. Moi, par exemple, j'ai 3 garçons que j'ai vaccinés avant le remboursement des garçons, et les gens me disaient, oh, t'es pas remboursé? Ben, je dis oui, oui, quand je change les pneus de ma voiture, je suis pas remboursé, ça me paraît plus important que de changer les pneus de ma voiture. Donc voilà. Donc effectivement, c'est extrêmement important. Et puis essayer de sensibiliser les gens. Alors, c'est le côté français, on est quand même très très difficile à convaincre ici. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Philippe, c'est pour cette très belle présentation. Deux questions rapides. La première, pourquoi trois injections quand on est dans le rattrapage et pas deux? Et deuxièmement, est-ce qu'on peut rassurer les femmes qui disent si je me fais vacciner, que je suis en pleine lésion HPV, on peut quand même les vacciner? Oui, c'est deux bonnes questions. Alors, la première, c'est très simple, hein. Deux injections, c'était 11-14 ans et 14-19, c'était 3. Donc, comme on va au-delà de 19, c'est encore 3, quoi. Là, il y a une logique. Parce que l'immunogénicité n'est pas la même.
Il est préférable de vacciner des enfants le plus jeune possible parce qu'ils vont avoir une immunogénicité plus importante. Il y a des pays où on vaccine à 9 ans. Faut pas sexualiser, quoi, dire à 9 ans le vaccin. Non, 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 au contraire, c'est une protection pour la suite. Donc, dans la mesure où on a passé 14 ans, l'immunogénicité a baissé, il en faut 3. Et ta deuxième question, pardon. Rassurer les femmes qui disent vous allez me vacciner, mais j'ai une lésion HPV, est-ce que j'ai un risque? Le, le, Est-ce qu'on va aggraver non, 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 bien sûr que non. Le vaccin, il n'est pas Est-ce qu'il thérapeutique. faut les rassurer de façon formelle, Ah quoi? ouais, il y a une notion qui est extrêmement importante, c'est qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Encore une fois, 800 millions de doses, donc il y a beaucoup, beaucoup d'études et beaucoup de moyens. Et en fait, dans la population 25-30 ans, où quasiment tout le monde rencontre le papillomavirus, et c'est pour ça qu'on fait une cytologie et pas un typage HPV avant 30 ans, on estime qu'on rencontre qu'un seul type de papillomavirus. Il y a eu plein, plein d'études qui ont été faites. Et donc, même si on a, imagine, on a le 18, j'ai 25 ans, j'ai le 18, eh ben, il y en a 8 autres quand même dans le vaccin, et la vie est longue. Et il y a des pays où on recommande la vaccination jusqu'à 45 ans, parce que vous savez que dans la vie, il y a une deuxième phase dangereuse, c'est les séparations des couples. Et entre 35 et 40 ans, il y a des gens qui reviennent sur le marché de la séduction, de la prise de risque sexuel. Et donc, par exemple, aux États-Unis, ils remboursent pas, mais ils préconisent une vaccination jusqu'à 45 ans. Voilà. Pascal Richman. Oui, merci Philippe pour cette super présentation. J'ai juste quelque chose que j'ai peut-être pas bien compris. Ma question est que chez les jeunes personnes vaccinées, le régime de surveillance après, de date de frottis, évolue par rapport à la population non vaccinée. Ah non, 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 c'est pareil pour tout le monde. Non, non, pour une raison simple, c'est très important ta question parce que j'ai peut-être pas eu le temps de le dire, mais quand on est vacciné, on est protégé à 90%, pas à 100%. Ce garde-asile neuf, il protège à 90%. Donc il reste 10%. Donc les femmes vaccinées seront dépistées de la même façon que les autres. Mais elles ont quand même un atout, c'est qu'elles ont évité 90% des balles qui tombent dessus, quoi. Donc c'est quand même pas mal. Merci. Oui, c'est important en pratique. Merci. En fait, c'est ce qui va quand même peut-être arriver à terme, dans 25 ans ou 30 ans, quand Oui. l'ensemble de la population. On l'espère, on l'espère. Oui, C'est ce qui va arriver dans les pays nordiques, ce qui va arriver en Australie, effectivement. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de virus qui circulent, effectivement. Michel-Henri Delcroix. Oui. Merci beaucoup, Philippe, pour ta magnifique présentation. Le constat, 44% des femmes ne sont pas dépistées. Et on a encore plus de 1000 morts de cancer du col 50 ans après qu'on sait qu'on peut les traiter. Papa Nicolas Ouf. Oui. J'ai une suggestion, c'est de faire, comme pour le tabac, un plan génération sans HPV. Et donc, le plan sans tabac, génération sans tabac, c'est pour 2030. Eh bien, je propose qu'en France, on fasse un plan de prévention du cancer du col sur le type de génération sans tabac qui est en route et qui va marcher. Et vraiment, si on arrive à ça, eh bien, la France va revenir, va dépasser les autres pays. Mais si on continue comme on est parti, on sera toujours parmi les derniers. Merci de cette remarque. Je crois que c'est très important. Tu as tout à fait raison, Michel, hein, bien sûr. Je pensais d'ailleurs que tu allais dire, ce qui est vrai, que les femmes qui ont des cancers du col fument plus. Il y a plus d'intoxication par le tabagisme. Quand tu as levé la main, je pensais que tu dirais ça. Donc je le dis comme tu ne l'as pas dit. Mais bien sûr que ça serait formidable. C'est ce qu'ont fait les Canadiens, encore une fois. Eux, ils ont dit, le cut-off, c'est 2030, ça aura disparu en 2030. Et ils mettent les moyens. Nous, on met pas les moyens. Merci. En fait, il faut cibler les populations défavorisées si on veut que ça marche. Absolument. C'était l'idée, nous, de ce papier-là, ouais, de ce projet, bien sûr. Merci. Oui, Oui, alors, Jean-Pierre oui, j'ai trouvé, enfin, toutes ces présentations sur le dépistage, je les trouve passionnantes, vraiment, pour un ophtalmologiste. Alors, peux-tu me dire l'incidence du papillomavirus sur la survenue du cancer? C'est la première chose. Et la deuxième remarque, c'est rejoint un peu celle de Michel.
Delcroix, qui est celle de la constitution d'observatoires nationaux au sujet de toute cette prévention, ce qui permettrait déjà, d'une part, d'informer la population et d'autre part, d'apporter auprès des médecins prescripteurs, des médecins généralistes, les informations adaptées et qui seraient des informations très justes. D'ailleurs, que tout le monde pourrait consulter, y compris la population générale. Par exemple, il serait intéressant, il ne faut pas infantiliser, je pense, la population, et je pense qu'il serait intéressant que la population en général ait accès à ces données qui leur permettraient de juger effectivement de l'efficacité d'un traitement et de pouvoir avoir des arguments contre les complotistes ou autres de toutes les vaccinations et autres. Oui, bien sûr. Non, mais tu as tout à fait raison. OK, sur l'observatoire, on n'est pas bon dans nos pays latins pour ça. Les Nordiques sont excellents et ils publient des études sur 3 millions de femmes qu'ils ont surveillées, etc. Nous, on n'est vraiment pas bon. Pour répondre à ta première question, c'est très simple. 90% de la population adulte qui a eu des rapports sexuels a rencontré le papillomavirus. Il y a 200 000 frottis pathologiques en France, 32 000 dysplasies, 7 000 cancers du col et 1 000 morts. Donc c'est ça l'incidence. Mais il y a aussi des cancers ORL. Et maintenant, nous, dans nos congrès de gynéco, on a des sessions d'ORL. Et aux États-Unis, le cancer du larynx est en train de dépasser le cancer du col en termes d'incidence, lié au papillomavirus, je parle. Hein. Les cancers ORL, il y a deux types de cancers. Il y a le colotabagique, celui qu'on a vu quand on était étudiant en médecine. Et maintenant, il y a le papillomavirus. C'est Michael Douglas qui est un grand chantre du débat en disant, écoutez, moi j'ai été touché, ne faites pas ce que j'ai fait, faites-vous vacciner. Et je crois qu'en termes d'incidence, d'ailleurs, ça a dépassé Oui, absolument. l'alcool et le tabac. Oui, oui, absolument. Oui, oui, oui. En plus, parmi les cancers ORL, le HPV a dépassé l'alcool et le tabac. Et moi, mes copains ORL me disent, on voit un nombre très important de jeunes femmes et de jeunes hommes qui ont 30 ans et qui ont des cancers ORL qu'on ne voyait pas il y a 15 ans, quoi. Donc, c'est très, très préoccupant. Alors, dernière question. Est-ce que dans le milieu scolaire, est-ce que la vaccination ne pourrait pas devenir obligatoire comme la rougeole, enfin, c'est pas ce que dit Kennedy, mais Alors, c'est une pourquoi pas? excellente question. Il y a eu une incitation. Alors ça, je connais bien ce sujet parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans mon département. Il y a eu une incitation qui a été faite par les pouvoirs publics, mais elle n'est pas obligatoire. Nous, dans le Pays de Loire, moi j'habite Angers, en Pays de Loire, on a eu un drame absolu, c'est qu'il y a un gamin de 12 ans qui est mort pendant l'injection, il est mort de sa chaise, il s'est fait un extradural, il est mort. Alors là, ça a été... la vaccination s'est ralentie. Ça n'avait rien à voir, évidemment, c'est juste un accident, quoi. Bon, il a fait un malaise, il est tombé, il a fait un extradural, c'est la faute à pas de chance. Mais alors là, ça a été dramatique. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important, parce que moi, j'ai fait des topos dans les écoles, dans les collèges, pardon, dans les lycées, c'est qu'il y a eu quand même une très mauvaise diffusion. Je m'excuse, je le dis parce que c'est vrai hein, et que c'est affirmé dans les établissements privés par rapport aux établissements publics. Ils freinaient des cas de fer quand même. Faut être très clair, et ça, c'est national. C'est pas que dans mon département qui est très vendéen quand même. Mais voilà, donc il y a des résistances hein, quand même. Il y a des résistances. Pourquoi? Parce qu'on a sexualisé cette affaire. On a dit c'est le cancer du col, c'est des femmes de mauvaise vie qui ont ça. C'est pour ça que moi je dis à mes patientes, vous l'avez eu et je l'ai eu. C'est pour banaliser la chose, parce que c'est vrai en plus. Parce que c'est vrai. Et qu'il faut protéger ces jeunes générations. Et il y a un argument qui marche très bien avec les mamans réticentes, que je vois à ma consultation. C'est un, moi je leur dis j'ai 3 garçons que j'ai vaccinés en payant le vaccin. Ah oui. Et puis le deuxième argument, c'est de dire bah, votre petite fille, là, ou votre fille plutôt, qui a 11 ans, que vous ne voulez pas vacciner, un jour, bah, elle se mariera, elle aura des enfants. Et si elle a une conisation, et si à cause de la conisation, elle a un enfant prématuré qui pèse 500 grammes et qui passe 2 mois en réanimation et qui a des séquelles neurologiques, ben, vous allez peut-être un peu regretter de ne pas l'avoir fait vacciner. Et ça marche très bien. Et parce que c'est vrai en plus, hein. C'est totalement vrai, hein. Oui, Denis Vincent, dernière question, parce qu'on décale. Il doit y avoir un micro, là, derrière, de votre côté. Il est là. Oui, une question courte. Enfin, je me suis fait la même réflexion. J'ai 3 enfants. Mon fils a été vacciné le lendemain de l'autorisation avec mes 2 filles. Mais est-ce que justement, il ne faut pas désexualiser cette vaccination, la faire beaucoup plus tôt? Est-ce que 4-5 ans ou même avant, ça rejoint le côté obligatoire évoqué? Mais parce que C'est une très bonne remarque. Les pays qui le font le plus tôt, c'est 9 ans. Mais c'est une très bonne remarque parce qu'en France, on a loupé la vaccination. Le comité technique de la vaccination, les premiers recos, c'était 14 ans. 14 ans, c'était le pire âge.
Parce que 14 ans, les petites filles sont des jeunes filles, sont des petites femmes, et alors là, c'était terrible, quoi. Moi, j'ai fait des débats avec des pédopsychiatres pour dire ça, désexualisons ça, c'est pas bien. Alors, 11 ans, c'est des enfants, quoi. Enfin, en général, ça va. Mais effectivement, si on allait à 9 ans, ça serait encore mieux, et ça serait encore mieux en termes d'immunogénicité. Tu as tout à fait raison. Et le 14 ans, c'est attention, si vous baisez, pampan cucu fait fesse, hein, excusez-moi l'expression, Alors, c'est mais Eros c'est et un peu ça. Thanatos, c'est exactement ça, c'est ce qu'on disait dans ces débats-là. Je suis attiré par le plaisir d'Eros, mais je crains la mort avec le cancer. Donc, c'était très, très compliqué comme approche, effectivement. Oui, oui, non, mais c'est une très, très bonne remarque. Et il y a une autre remarque qui est importante aussi, qui me traverse l'esprit, c'est qu'il ne faut pas que, comme on a étendu le délai de la vaccination, il faut pas dire, bon, bah, mon gamin, il le fera plus tard. Non, parce que l'immunogénicité est moins bonne à 18 ans qu'à 11 ans. Donc, vaut mieux le faire tout de suite, quoi. Et encore une fois, il suffit d'aller à la pharmacie, il n'y a pas besoin d'ordonnance. Bien. Eh ben, Merci. merci beaucoup, Philippe.